C'est le moment de la chronique de Steve Fortin au Journal du Soir de radioinfocité.com. Et voici votre animateur, François Saint-Louis. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, on a eu toute une panne électrique ici à Montréal. Je suis parti de chez moi à 8 heures ce matin. Je suis arrivé au boulot à 10h30. Et puis, ça a l'air que tout le studio a sauté ici. Fait que c'est pour ça qu'on a des petits problèmes ce soir. On est en train de... Même la batterie a sauté, tout a sauté. Donc, ceci étant dit, mon cher Steve, ce soir, excuse-moi, là, c'est parce qu'on parle à 3-4 places en même temps et ça me déconcentre. Excuse-moi, on revient. Comment ça va? Ben écoute, regarde, François, je vais introduire ça, si tu le veux bien, pendant que vous êtes en train de faire les tests qui s'imposent. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que on va clore un peu, on va faire un genre de bilan de la partielle dans Lac-Saint-Jean. Je vais lier ça aussi avec la situation dans un sens un peu plus large, la situation politique, j'entends, dans un sens un peu plus large dans le Canada anglais. Puis on va avoir en entrevue donc le candidat du Bloc québécois, Marc Maltais. Je suis pas mal content de pouvoir lui parler et on pourra donc lui poser quelques questions par rapport à sa campagne et aussi à ce qu'il entrevoit pour 2019. Puis après ça, je prendrai aussi quelques minutes après l'entrevue. J'aimerais bien gros parler un peu de ce qui se passe à Québec aussi là. J'ai quelques trucs, j'ai quelques items sur lesquels j'aimerais m'arrêter rapidement. Mais on va commencer. Est-ce que Marc Maltais est avec nous déjà? Ensuite, je vais aller tout de suite d'abord avec un des sujets que je voulais aborder dans la partie d'après. Mais ça, c'est pas grave. J'aimerais commencer avec quelque chose qui est en train de se passer en ce moment depuis le remaniement. Parce que là, on sait, dans notre émission, on parle beaucoup de politique au Québec. Politique québécoise, c'est un des segments dont j'aime traiter là chaque semaine. J'aimerais amener les gens peut-être à se poser quelques questions par rapport à ce qui se passe du point de vue du Parti libéral et plus particulièrement ce qui est en train de se passer avec le projet de loi 62 parce que comme les gens qui nous écoutent le savent, j'aime aussi, j'ai des antennes dans le Canada anglais, j'aime regarder un peu ce qui se passe dans le Canada anglais et je peux vous dire une chose, il est en train de se produire un événement qui, si jamais on était capable d'en saisir l'importance, pourrait donner lieu là à une situation aussi conflictuelle et qui pourrait exposer les limites du fédéralisme canadien entre le Québec et le Canada. Et j'ai ici nommé, si on veut, l'adhésion ou pas du Québec au multiculturalisme canadien. Parce que il faut qu'on comprenne très bien que l'élection de Justin Trudeau à la tête du Canada, a remis en force et a imposé la symbolique du multiculturalisme en tant que socle fondateur de ce que le Canada, ou en tout cas comme, si on veut, le moteur de son développement, si on veut, j'irai pas jusqu'à dire identitaire, mais certainement national, mais dans le sens d'un Canada à l'autre. Et ce qui est en train de se passer présentement dans le Canada anglais, c'est que on regarde le Québec, on regarde la couverture qu'on fait de ce qui arrive et de cette espèce de projet de loi sur les accommodements religieux, et qui est en fait là une tentative de régler la question, si on veut, du vivre ensemble, une tentative avortée. J'ai beaucoup aimé le texte de Joseph Facal aujourd'hui quand il disait que Philippe Couillard aura réussi avec ce dossier-là à déplaire à tout le monde, à la fois à sa base et à tout le monde autour. Et moi, je peux vous dire une chose, Stéphanie Vallée, la ministre Vallée, c'est une personne en Outaouais où je me trouve, qui est connue, c'est une figure quand même connue. C'est la conjointe d'un des animateurs de radio les plus populaires dans le coin. Quand cette ministre-là est malmenée comme elle l'est présentement, bien entendu, ça a des échos dans la région où je suis. Et ce qui est en train de se passer là, c'est que Philippe Couillard a conservé, a décidé de ne pas changer
de ministre pour piloter ce dossier-là, celui du projet de loi 62. Et bien franchement, c'est en train de taper sur les nerfs de beaucoup de militants en Outaouais qui trouvent que Stéphanie Vallée est sacrifiée complètement à l'autel, si on veut, de ce fiasco qui ne porte finalement qu'un seul responsable, et c'est Philippe Couillard lui-même. Et ça, c'est en train de dégénérer en espèce de conflit où le Parti libéral se fait attaquer de toutes parts, c'est-à-dire il se fait attaquer dans le Canada anglais, il se fait attaquer lui-même à l'intérieur de son propre parti, parce qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas aller en campagne en essayant de défendre ça. C'est un fiasco de calibre, là, si on veut, là, titanesque. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans le Canada anglais, les gens regardent le Québec puis disent ça n'a aucun bon sens parce que ça brime un tant soit peu l'espèce de charte et la liberté individuelle qui devrait avoir préséance sur tout. Et dans la façon dont les Québécois entrevoient le vivre ensemble, on préférerait que cette question-là relève beaucoup plus de la sphère du privé et de demander, par exemple, et de se faire imposer un projet de loi qui, ni plus ni moins, ne fait que baliser le multiculturalisme au Québec de façon détournée, ben ça passera pas la rampe parce que c'est facile à expliquer et c'est vraiment là, un gros problème pour le Parti libéral en ce moment. Il faut surveiller ça parce que Philippe Couillard aura de la difficulté à vendre ça. Il sera même pas capable d'aller essayer de rallier les gens dans le Canada anglais à l'infini minimum. Et en fait, ce projet-là ne règle absolument rien et n'empêche aucune manifestation publique, le visage couvert. Si on invoque la religion, on peut s'y soustraire. C'est vraiment c'est une patente, c'est une grosse patente à gosse qui finalement aura fini par déplaire à tout le monde. Donc, Steve, on va changer de sujet tout de suite, si tu me permets, parce que M. Maltais est arrivé et je voudrais, sans plus tarder, te le laisser parce qu'on a une vingtaine de minutes avec M. Maltais, ce qui fait que je voulais tout de suite te l'introduire. Bon, tout d'abord, oui. Bonsoir, M. Maltais. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci beaucoup d'être là, Marc Maltais. Donc, Steve Fortin, ici, avec Radio Infocité. Je te remercie d'avoir pris le temps de jaser avec nous dans notre radio avec peu de moyens, mais quand même, on aime toucher à des sujets, on aime recevoir les gens pour pouvoir traiter des enjeux qui intéressent nos auditeurs. Et la partielle, hier, si je regarde, la partielle dans Lac-Saint-Jean, quand je regardais hier les réseaux sociaux, je voyais là que ça a commencé en Lyon. On regardait, il y avait tous les espoirs étaient permis, puis malheureusement, là, en cours de route, bien que vous aviez pris l'avance, ça s'est estompé au fur et à mesure que le vote se dévoilait. Mais avant qu'on parle du résultat lui-même, j'aimerais, M. Maltais, si vous le voulez bien, peut-être que vous décriviez un peu à nos auditeurs, les gens sont peut-être pas au fait de ce que ça représente que de se porter candidat dans un comté comme Lac-Saint-Jean. Parlez-nous un peu des limites géographiques de ce comté-là, de ce que c'est logistiquement être candidat là-dedans, ou parlez-nous un peu de votre campagne. Ben, en fait, géographiquement, dans le fond, la circonscription inclut tout le Lac-Saint-Jean, la nord du Lac-Saint-Jean. C'est d'une dimension 2 fois grande comme la Belgique. On part de la 2e plus grande circonscription au Canada avec 85 000 électeurs inscrits. Donc, on avait, nous autres, dans le fond, les candidats, on était séparés géographiquement, là, dont le conservateur dans le coin de Roberval, qui est une ville d'une dizaine de milliers de personnes. Delbo-Mistassini, c'est le candidat libéral qui était là. Puis dans Alma, qui est la plus grande ville, où on a 40 000 personnes dans la circonscription. On était deux Almatois, là, la Ligue démocrate, Mme Dallaire, ainsi que moi, là, pour le Bloc québécois. Donc, c'est une campagne qui a commencé, je dirais, d'une manière un peu brusque pour les gens, parce qu'on ne s'attendait pas à une campagne qui arriverait au même moment que les élections municipales, chez nous aussi. On a même aussi, dans le nord du Lac-Saint-Jean, une élection à la préfecture, donc le gouvernement Trudeau a semblé vouloir miser un peu sur la confusion du monde. Des gens ne savaient pas trop si on était des candidats au municipal ou à la préfecture. Donc, tout le monde était mêlé un peu. Donc, en ce qui me concerne, j'étais le dernier candidat à me lancer dans la course.
J'avais des bonnes réflexions à avoir. Vous savez, je suis le plus jeune dans la course. J'ai 5 enfants, dont mon bébé à 9 ans. Donc, au niveau des implications familiales, là, j'avais certaines réserves et aussi le contexte du bloc, mon rôle que je pourrais jouer, c'était des gros éléments pour moi de réflexion. J'avais été déjà approché en 2015 pour me lancer pour le bloc. Finalement, j'avais décidé pour les raisons familiales de ne pas y aller. Mais là, bon, après 2 années et demie, en fait, que je travaille à la FTQ, je me sentais mieux outillé pour bien représenter les gens chez nous, d'où l'envie d'y aller. Excellent. Et puis là, je connais bien ce comté-là. Partie de ma famille est pas loin de chez vous. Donc, il y a Alma, il y a Saint-Nazaire à côté. Nous autres, on a toute la famille du côté de ma femme, c'est à Saint-Nazaire. Et puis, c'est immense là, quand même. Là. C'est un défi pour tous les candidats. C'est un défi quand même logistique assez important parce que on va être capable de rejoindre le plus de gens possible, mais il faut que les gens comprennent que le porte-à-porte, ça implique quand même là, des centaines et des centaines de kilomètres si jamais on veut faire l'aller-retour et être présent. Et c'est important pour les gens qui nous écoutent, surtout ceux qui sont de Montréal. C'est un comté qui est immense et si on n'a pas un peu d'aide pour être capable de faire passer le message, ça devient quand même difficile. Puis ça m'amène à ma deuxième question pour vous. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé finalement la couverture, que ce soit des médias locaux, régionaux ou même des médias nationaux. Est-ce que vous avez été capable de faire en sorte, ou comment vous avez fait en sorte que on puisse en apprendre plus sur vos idées, sur vos propositions, même régionales pour la région? En fait, c'était difficile, je dirais, au niveau national, parce qu'en fait, tous les enjeux régionaux ont beaucoup discuté à travers le parc des Laurentides. Hein. On regarde en termes de présence média, les régions, dans l'ensemble, on n'a pas 1% de la couverture nationale. Donc, c'est déjà difficile au niveau national. Cela dit, comme c'était la seule parcelle au Québec, on a quand même parlé à des émissions comme à la Joute ou au téléjournal. Ça s'est quand même discuté un peu. Mais au niveau régional, c'était difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la question de l'élection municipale, la couverture médiatique, bien entendu, puis c'est correct aussi, là, était très intéressant à ça. Puis je vous dirais que la politique fédérale, au sens large, c'est pas quelque chose qui attise tant les passions là, que ça. Donc, c'est pas, je dirais qu'en termes de couverture, on essaie de prendre de la place malgré l'élection municipale. Je dirais que cela dit, pour passer les enjeux, c'est difficile dans une campagne. En ce qui me concerne, j'ai pris ma décision il y a 1 mois, mais tous les candidats ont dû composer avec une campagne très courte. Là. Donc, je dirais qu'on ne peut pas prétendre faire. Tu peux faire du porte-à-porte, mais ça là-dessus aussi, il y a eu des recherches qui tendent à dire qu'en matière de politique provinciale, en matière de politique municipale, les gens aiment beaucoup le porte-à-porte, mais pour ce qui est de la politique provinciale et puis fédérale, les gens trouvent ça un petit peu plus intrusif. En ce qui me concerne, je n'aurais pas pu quand même, comme je le disais tout à l'heure, là, aller cogner à la porte des 84 000 électeurs, pardon. Donc, on a travaillé plus dans le sens d'aller dans des rencontres où on avait des bains de foule, là, que ce soit dans les restaurants, dans les centres d'achat, dans des endroits comme cela. Moi, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui est issu du monde syndical, effectivement, mais je suis très impliqué dans le milieu communautaire, donc on a rencontré nos partenaires, autant des groupes de femmes, des groupes de chômeurs. Comment vous avez été reçu, justement, quand vous alliez au-devant de la population? Comment passait votre message? Comment on accueillait un candidat du Bloc québécois puis un candidat connu comme vous? En fait, moi, je suis quelqu'un effectivement de très connu parce que j'ai joué un rôle prédominant lors d'un conflit de travail contre Rio Tinto à Caen, alors que j'étais président de la Ligue d'Allemagne en 2012. Donc, j'étais fort probablement le candidat le plus connu des 4. Peut-être même le maire Richard Hébert, je pense qu'il n'avait pas la même couverture que moi. Je dirais que j'avais une très bonne, en fait, j'ai toujours une très bonne réputation, mais la question du Bloc québécois, c'était quand même difficile. Les gens dans la région je dirais, plusieurs n'y croyaient plus. Le mouvement indépendantiste a vu ses difficultés aussi. Même au nord du lac, là, où il n'y avait même plus d'exécutif du Bloc québécois, où depuis la défaite de M. Denis Trottier, qui était député du PQ, c'était difficile pour le mouvement qui avait perdu aux mains de M. Philippe Couillard. Là. Donc, chez nous aussi, les gens cette tendance a été confirmée hier à voter du bord du pouvoir. Là. Donc, c'était pas facile. Je vous dirais que plusieurs me qualifiaient de téméraire de me lancer pour le Bloc québécois. Je vous dirais que les deux campagnes d'investiture ça crée certains déchirements aussi faut pas le nier non plus, entre
le député ici, Alexandre Cloutier, puis Martine, les gens, il y avait quand même des cicatrices. Donc, quoique Mme Ouellette a fait des rencontres cet été, ça a bien été, mais je vous dirais que c'était une question, la question du bloc, la question du mouvement, je dirais que c'est quelque chose, pas qui est difficile à vendre. On a une belle base indépendantiste, mais les gens sont cyniques. Les gens sont cyniques par rapport à la politique. Cela dit, à la classe politique en général aussi. Je vous dirais que les gens m'accueillaient bien, là, parce que moi, je suis arrivé en disant, je suis un politicien qui ne fait pas de promesses, donc je ne trompe pas de mensonges. L'engagement que j'ai, je dis pas que c'est pas tous des menteurs, les politiciens, là, mais c'est que c'est vrai, c'est difficile en 2 ans et demi de faire des engagements, avoir un plan surtout, puis de pas être capable de livrer la marchandise. Moi, les gens, dans le fond, l'engagement que j'ai, c'était de demeurer la même personne, toujours à l'écoute des gens, et puis des classes moyennes. Je suis moi-même, comme je le disais tout à l'heure, impliqué dans le milieu syndical depuis 25 ans, donc c'est sur cette base-là. Je vous dirais que j'ai réussi à obtenir d'excellents résultats. Lors de la dernière élection, Sabin Godreau, qui était mon directeur de campagne pour celle-ci, avait été arrivé qu'à 4e, à égalité avec dans le fond, à quelques centaines de voix des libéraux, là. Donc, c'était pas facile. Mais je vous dirais que, l'écoute sur le terrain est excellente, parce que, comme de fait, je suis quelqu'un de connu. Je vous dirais que l'homme, chez nous, je dis, ça va du bord du pouvoir, mais le candidat a quand même beaucoup d'importance dans le choix d'un parti politique chez nous. Et en fait, ça me permet de saisir la balle au bon, puis parce que il me semble, est-ce que je me trompe ou si je me suis, j'ai lu quelque part que vous comptiez continuer pour 2019 et être sur les rangs du bloc dans le même comté pour 2019? Ah oui, je l'ai annoncé hier avec d'excellents résultats, parce que comme de fait, avec une campagne, comme je le disais tout à l'heure, il y a un mois, là, le Bloc n'avait même pas de candidat. Depuis mon annonce, on aurait réussi quand même à faire une très bonne campagne. Et vous savez, toute la dynamique puis la mécanique en arrière d'une campagne, ça prend des équipes. Moi, il a fallu en fait, mon équipe et moi, il a fallu qu'on fasse avec le fait qu'il n'y avait pas d'organisation locale du Bloc québécois. On a travaillé d'arrache-pied. On a réussi quand même à avoir des bénévoles, mais ça a quand même dirigé des énergies par rapport justement à parler des enjeux. Malgré la difficulté qu'on a eu à décoller, on a quand même eu des super bons résultats puis qui font penser que c'est très possible en 2019. Vous savez, avec le faible taux de participation, il y a seulement 41% de taux de participation. Monsieur Richard Habert, en chiffre absolu, là, dans le fond, sur les 84 000 électeurs, il y en a quand même juste 14,8% qui ont voté pour lui. Donc, le Bloc québécois, en tout cas, tout candidat qui pourrait amener un projet de société intéressant, qui pourrait l'amener intelligemment, on a un grand potentiel quand même là pour 2019. Donc, moi, je vais d'arrache-pied. D'ailleurs, j'ai déjà commencé avec mon équipe. Là, on va partir la machine. On va ressusciter ce parti-là qui a vécu ses heures sombres, mais je pense que le bon résultat que l'on a eu hier fait croire au mieux pour le moyen terme. Parce que j'ai de la difficulté à penser que l'espèce d'iniquité qui existe dans la perception, ou en tout cas cette grande contradiction qui existe dans la perception dans le Canada anglais des médias qui traditionnellement auraient été plutôt du côté des libéraux dans le passé. Je pense au Globe and Mail, par exemple, où Justin Trudeau, je veux dire, il se fait ramasser. Moi, je travaille plutôt dans le Canada anglais, en fait, et puis je peux vous dire une chose, c'est la superbe de Justin Trudeau, c'est terminé là-bas, là. Et les gens pensaient que dans l'ancien comté de Rona Ambrose, parce qu'il y avait une autre partielle hier, et le candidat libéral là-bas, bien qu'il n'a pas mieux fait que l'ancien candidat, c'est un fief conservateur, il n'y avait aucune chance, mais les gens pensaient quand même qu'il était pour augmenter le score, puis comme on dit, il n'a pas fait son dépôt, là, il n'a pas fait 15%, et c'était très, très décevant à l'autre bout du Canada, parce que c'est de plus en plus difficile pour Justin Trudeau et il va avoir à faire face aussi à un dossier très, très important en Colombie-Britannique, alors que des exécutifs libéraux sont en train de se désaffilier de son parti sur la question des pipelines, parce que là-bas, il y a des députés libéraux qui ont été élus en 2015 en Colombie-Britannique et qui risquent leur siège si jamais ça continuait, si jamais il y avait effectivement ce pipeline-là. Je parle de Trans Mountain qui continue, donc j'ai de la difficulté à penser qu'à un moment donné, ce ressac-là ne viendra pas avant 2019 vers
vers le Québec. Et je pense qu'il y a encore une lune de miel de Justin Trudeau au Québec. Les gens aiment bien les politiciens qui passent bien, qui ont une belle image, parce qu'on s'intéresse moins aux enjeux fédéraux, vous avez raison. Mais cette couverture-là pourra pas toujours être en... Non, en fait, je dirais même qu'au-delà de l'image du Parti libéral qui s'éternit, comme vous le dites, qu'est-ce que je disais, c'était qu'au-delà que la lune de miel avec les libéraux va se terminer éventuellement, mais l'idée ici, comme je le disais tout à l'heure, les gens vont du bord du pouvoir. Continuez. Sur les 10 villes les plus pauvres au Québec, on a 3 dans notre circonscription, alors que nous sommes au pouvoir. On l'a été avec M. Lebel pendant 9 ans. On a même le premier ministre. Je pense que cette idée-là que de voter du bord du pouvoir elle aussi va, dans le fond, les gens vont arriver à la conclusion que ça n'a pas été utile, qu'on serait mieux. Peu importe le candidat de l'opposition, au moins avoir quelqu'un qui va défendre les intérêts supérieurs de sa circonscription et non un gouvernement en région. Donc, je rappelle qu'on est avec Marc Maltais, donc candidat du Bloc québécois. J'aime beaucoup l'angle et puis donc, c'est ça, on est avec Marc Maltais. Et puis, je suis très, très content de vous avoir eu en entrevue. Puis, surtout content de savoir que vous allez continuer avec le Bloc québécois pour 2019. Ça prend des candidats comme vous, et ça prend des candidats justement qui s'engagent à rebâtir ce parti-là, qui est encore utile, quoi qu'on en dise, parce que le travail des 10 députés au Bloc québécois jusqu'à maintenant, là, à Ottawa, on n'a pas idée à quel point ces gens-là travaillent d'arrache-pied et qui ont réussi à amener des dossiers d'importance. Je pense à la lutte contre Pipeline Énergie S. Je pense aussi dans le dossier des banques, dans les questions qu'on a posées au ministre des Finances et qui se retrouvent sur la sellette présentement. On a besoin de ça, on a besoin de ce parti-là. Merci beaucoup, M. Maltais, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Salutations à toute votre auditoire. Merci beaucoup. Merci, Marc Maltais. Ça me fait plaisir. Et donc, Steve, toujours là? Oui, je suis là. Oui, t'es là, Steve? Oui, on a un petit lag, Steve. Ça va pas comme on voudrait ce soir, mais je peux te dire que à cause je te dirais des pannes qu'on a eues, ben c'est possible qu'on ait un petit peu de problème. Mais en fait, ce que j'ai retenu quand même de l'entrevue de M. Maltais, c'est qu'il a fait un travail de terrain dans les groupes communautaires. Et on a perdu Steve. Est-ce que Steve peut nous rappeler à l'instant? Parce que on l'a perdu. Et donc, je poursuis sur la campagne que M. Maltais a fait, et si j'ai bien compris, parce que j'ai manqué un tout petit bout d'entrevue parce que j'ai eu à aller à l'extérieur du studio, mais par contre, le bout que j'ai pris, c'est qu'il n'a pas vraiment été faire du porte-à-porte. Il disait que c'était intrusif. Écoutez, j'ai entendu aujourd'hui le candidat libéral ou un de ses organisateurs, et il est toujours là. Steve, t'es là? Non, c'est Martin. S'il n'y a personne d'autre, je vais prendre le relève. Oui, mais je sais pas si Steve est là. Steve, est-ce que tu... Donc, Martin, écoute, j'écoutais, je poursuis, j'écoutais le candidat libéral ou un de ses organisateurs, là, c'est pas vraiment important que ce soit un ou l'autre, et il nous disait qu'il a fait il comptait plus les portes qu'il a fait, le candidat libéral. Et ce que je comprends de l'entrevue de Steve et de M. Maltais, c'est que M. Maltais a priorisé les restaurants et les groupes communautaires. Et il disait que le porte-à-porte, c'était plutôt intrusif. Donc, il entrait dans la vie intime des gens. Mais je pense que, écoute, qu'on soit en 2014, 2017 ou 1964 ou 1950 ou 1976, quand le PQ a pris le pouvoir, le porte-à-porte, il n'y a rien qui vaut le porte-à-porte. Là. Martin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si on n'a pas fait de porte-à-porte au Bloc québécois, ben là, je dis pas qu'on aurait gagné. Parce que la différence, l'écart était quand même assez important, là, quelques milliers de votes. Mais il reste une chose, c'est que le porte-à-porte dans une élection, c'est capital. T'as bien beau te tenir au restaurant puis voir les gens, mais c'est en fait, je sais pas, Martin, ce que t'en penses. Ben moi, personnellement, je pense que le porte-à-porte, c'est indispensable. Là, c'est comme ça que ça se gagne une élection, mais forcément, un candidat peut pas se dédoubler. Il faut qu'il y ait des équipes sur le terrain, puis c'est ça qui fait la différence. Ce que m'a déjà dit un organisateur bloquiste, c'est que s'ils étaient capables d'avoir le maximum d'équipes sur le terrain qui représentent le candidat, ben ça fait une visite. L'électeur, ce qu'il veut, c'est avoir une visite. Alors, quand il y a une visite, qu'on lui parle du candidat, même si c'est pas nécessairement le candidat,
l'essentiel, c'est qu'on aille le voir. Puis c'est pas vrai que les gens aiment pas ça, voir les gens. Au contraire, il y a des gens qui sont fermés, oui, mais il y a des gens qui aiment ça un contact, qui aiment ça qu'on leur explique. Parce que souvent, on est à une époque où tout va vite. Alors, quand on prend le temps de leur jaser, de leur donner des arguments, le pour, le contre, ben là, ils sont mieux renseignés. Puis là, ils font le bon choix, puis ça fait toute la différence. Alors, les grosses équipes qui ont réussi à performer, c'est quand ils sont capables d'avoir 2, 3 équipes sur le terrain, en plus du candidat qui fait son porte-à-porte. Puis là, t'as une recette gagnante, là. Ouais, c'est sûr que je suis pas certain que Marc Mollet n'a pas eu tout le temps, l'organisation qu'il voulait avoir, mais s'il y aurait eu certaines conditions comme ça, la victoire a été à portée de la main, ça, j'en suis convaincu. C'est sûr, et puis je pense que quand on voit les résultats, parce que hier, c'était bien parti la soirée. Là. Après 25-30 boîtes de scrutin, là, le bloc était en avance et on peut dire, même on était en ondes tous les deux ensemble, en compagnie d'André Taillefer, on peut dire que c'était bien parti. Maintenant, OK, il y a toujours ici au Québec l'effet Trudeau qui marche. Mais il reste que c'était bien beau marcher, ça a bien beau marcher, avoir un effet, mais il faut que les gens sortent leur vote. Et une bonne organisation là, en campagne électorale, c'est 1000 votes. Dans un comté, le jour du vote, là, si t'es capable d'aller sortir ton 1000 voteurs, là, eh ben, tu pars avec une maudite bonne longueur d'avance, surtout dans une élection partielle qui a un taux de participation moins élevé. Et ce qui fait que dans l'organisation dans une élection partielle, l'organisation de comté est capitale et je pense qu'on peut c'est là qu'on peut sortir une victoire d'une défaite là bon. Est-ce que je rêve ou je lis bien sur le site du Élection Canada que simplement 41% des électeurs qui ont été votés? Ouais, non, tu rêves pas. C'est bien ça. Mais tu sais, pour une élection partielle, c'est dans la moyenne, parce qu'on a déjà vu des pires, on a vu des pires taux de participation, mais c'est assez rare qu'on va chercher les 50-60% de participation dans une partielle. On n'a qu'à regarder dans Gouin, je pense que c'était même pas ça, là, à l'élection quand Dubois a été élu. Et d'autres, on peut regarder d'autres, là, mais 41%, c'est quand même 34 000 personnes qui se sont déplacées. C'est pas rien. Et